Good Morning Business, le débat. Alors il y a de l'espoir ce matin avec ce vaccin promis par Pfizer et BioNTech. Simplement, il va falloir tenir encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et est-ce qu'on a les moyens de tenir avec notamment les dépenses budgétaires, la dette? Jusqu'à quand on peut être vraiment confiné sans mettre en péril toute notre économie, Nicolas? Cliniquement, quand vous regardez la situation actuellement, là, aujourd'hui, 10 novembre, il n'y a pas de limite. Pour la première fois dans notre histoire moderne, c'est une observation du sénateur Les Républicains Jean-François Husson, qui est rapporteur général du budget au Sénat, le pays se finance davantage ou autant par la dette que par l'impôt, par les recettes fiscales. En 2020, il y a eu 250 milliards d'euros de recettes cette année. Alors oui, 100 milliards de moins que prévu, ça c'est clair. Et il y a eu 260 milliards d'émissions d'obligations assimilables du Trésor. C'est une première historique, ça. Alors Jean-Marc nous dira peut-être dans l'histoire lointaine si c'est une première historique. En tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Ouais. Et ça semblait... C'est aussi irrationnel que l'idée qu'on peut avoir des taux négatifs et que votre banquier vous paye pour vous prêter de l'argent. Donc, quand vous voyez cette situation qui, objectivement, aujourd'hui, ne pose absolument aucun problème. Les taux sont toujours bas, la facture de cette dette ne cesse de reculer. En 2005... Et vos amis de France Trésor, ils placent tous les papiers qu'ils veulent. Oui, la dette française est super demandée parce qu'elle est super liquide, et puis que, elle bénéficie bien sûr de la signature euro, de la signature allemande quand même, faut reconnaître. Mais vous prenez la dette en 2005, à l'époque du rapport Pébro, elle est de 1000 milliards d'euros. Et à l'époque, elle engloutit, en termes d'intérêt, 2,7% du PIB. 2,7% de PIB. Vous prenez la dette 2020, elle est plus de 1000 milliards d'euros, elle est de 2630 milliards d'euros. Et elle engloutit 1,4 point de PIB. Incroyable. C'est-à-dire que la dette d'aujourd'hui, qui est nettement plus du double de la dette de l'époque... Elle est beaucoup plus supportable. Elle coûte le même prix, voire moins cher. Pour l'instant. Mais oui, mais vous me demandez là, on fait de l'actu quotidienne, Christophe. Et vous prenez la loi de finances rectificative 4, elle a revu à la baisse la facture de la dette pour l'année 2020. On n'a pas arrêté de la gonfler, cette dette. Et la facture qui était un peu au-delà de 36 milliards d'euros va descendre sous 36 milliards d'euros. Donc vous me dites, c'est quoi la limite pour confiner et puis nationaliser? Bruno Le Maire hier nous dit, maintenant, peut-être nationaliser les stocks d'invendus, peut-être nationaliser les loyers carrément. Allons-y, tout le monde en veut et ça coûte rien. Allons-y. Daniel, là, c'est la planche, je sers sur un plateau, oui. Jean-Marc Daniel. Bon, oui. Je ferai 3 remarques par rapport à ce que vient de dire Nicolas. D'abord, c'est pas le pays, c'est l'État. Le pays, lui, c'est autre chose. Il y a une espèce de confusion qui consiste à dire que le pays s'endette. C'est pas le pays, c'est l'État. C'est totalement différent. En revanche, le pays s'endette, effectivement. Et ça, c'est le déficit de la balance des paiements courants. Et donc, ça va se payer. C'est-à-dire que le fait qu'on continue à distribuer des revenus sans créer de la richesse en regard a comme conséquence qu'on va chercher cette richesse qu'on ne crée plus à l'extérieur. Et donc ça va se payer. La dette, on peut dire, écoutez, la dette, ça coûte rien. Si. Tous les ans, en ce moment, on met 50 milliards de déficit de balance des paiements courants sur le dos de la génération d'après. C'est qui sur le dos de la génération d'après? C'est pas la dette publique, parce que la dette publique en tant que telle, quand vous payez à quelqu'un, quand vous payez quelque chose, vous payez à quelqu'un. Le véritable enjeu, c'est à qui vous payez. Et quand vous êtes dans un pays qui ne crée plus de richesse et qui continue à avoir des revenus, eh bien, vous créez effectivement une dette vis-à-vis des gens qui, eux, continuent à créer de la richesse, c'est-à-dire les Chinois, tous ces gens-là, qui, eux, n'ont pas eu cette politique de refus du travail. La deuxième remarque que je ferai, c'est que, effectivement, vous pouvez considérer que, après tout, personne n'en voit les conséquences, mais le petit commerçant, là, vous pouvez lui donner de l'argent, mais l'effort de son travail, l'effort de son investissement, tout ça a été détruit. Vous avez quand même le nombre de pauvres qui explose. Les associations qui s'occupent des pauvres disent, écoutez, mais le nombre de gens qui sont au seuil de pauvreté n'arrête pas d'augmenter. Et c'est pas en multipliant les signes monétaires, c'est pas en multipliant la dette, c'est pas en substituant encore une fois de la dette, qui est une illusion, à du travail, qui est une réalité concrète, que vous résoudrez le problème. Donc la limite, elle est déjà dépassée. C'est-à-dire l'appauvrissement du pays, il est déjà acquis. Quand vous avez une contraction de votre activité, qui est une contraction de votre activité de moins 10%, la limite est déjà dépassée. Vous avez appauvri le pays de moins 10%, pas forcément l'État. Et la dernière remarque que je ferai, c'est qu'effectivement, sur les taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt, il n'est pas faible, il est nul.
À partir du moment où vous faites acheter la dette par la Banque centrale, le taux d'intérêt est nul. Je rappelle quand même, puisque je le cite régulièrement, la règle de Maurice Allais, quand vous faites baisser les taux d'intérêt sur un agent économique, à la fin des fins, vous faites baisser le taux de croissance potentiel. Donc ce qui va se payer, c'est en croissance potentielle future. Donc la limite, elle est dépassée. Là, vous avez raison, c'est que macroéconomiquement, ça ne se voit pas pour le moment et tout va bien, mais microéconomiquement, c'est beaucoup plus compliqué. On va en parler notamment avec l'industrie du jouet et sa porte-parole. Oui. Juste macroéconomiquement, quand vous avez une croissance, une contraction du PIB qui est de moins 10%, ça se voit même macroéconomiquement. Oui, mais comme le disait Nicolas, c'est indolore pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, pour l'État. Aujourd'hui, c'est quand même moi qui avais le rôle du clown et Jean-Marc qui avait le rôle du professeur d'économie un peu sérieux.